Levée de rideau sur l'univers de l'un des plus grands artistes contemporains. Après 60 ans de lutte passionnée et de refus catégorique de tout compromis, l'Allemand Georg Baselitz semble avoir gagné ses batailles. On retrouve ses œuvres dans les plus grandes collections publiques ou privées. Il expose dans les musées du monde entier et le marché de l'art s'arrache ses peintures. A-t-il pour autant atteint son but, trouvé sa place dans l'histoire de l'art ? Ce film est le fruit de plus de 30 ans d'observation d'un artiste pas comme les autres, non conformiste, têtu et bagarreur, mais aussi autocritique et généreux. Depuis 1987, nous avons filmé Baselitz régulièrement en le confrontant à lui-même. Le nouveau tableau, c'est mon tableau. Et ce tableau doit contenir quelque chose que les autres ne contiennent pas. Quelque chose qui n'a pas encore été vu. Quelque chose que personne n'a encore tenté, pas encore résolu. L'œil doit suivre une idée qui n'a jamais été suivie, ce qui peut engendrer le chaos. Ça peut venir d'une incapacité, d'un handicap, comme celui de ne pas avoir de talent. Dieser Kommentar ist richtig, weil er ein Leitfaden für mich war. Ce commentaire est juste. C'était mon axe de travail. Ajoutons que mes tableaux ne se confrontent pas au paysage ou au portrait, mais à l'histoire de l'art. Sondern eigentlich vielmehr das Vis-à-vis von Kunstgeschichte. Und dieses kunstgeschichtliche Information. Cette connaissance historique exige une certaine formation. Et la formation s'acquiert seulement en évitant la contradiction, en évitant le chaos, quand on veut apprendre. Wenn man möglichst Chaos vermeidet, sondern wirklich lernwillig ist. C'est toujours resté un de mes problèmes. Bei mir immer ein gewisses Problem geblieben. Baselitz naît Hans-Georg Kern, en Saxe, en 1938. Il grandit dans une Allemagne de l'Est autoritaire et strictement communiste, où il se heurte rapidement à l'art officiel, le réalisme socialiste. En conséquence, il passe à l'Ouest avant la construction du mur pour profiter de la soi-disant liberté du système occidental. Il y sera le témoin d'événements historiques. Et même s'il ne traite jamais frontalement ces événements dans sa peinture, ces derniers y sont omniprésents. Ich weiß, dass ich früher aggressiv gearbeitet habe, das heißt, dass ich auch nach vorne gearbeitet habe. Avant, je travaillais de manière plus agressive. Je voulais aller de l'avant. Je voulais m'imposer, montrer mon travail et le défendre. Et c'était lié à une forme de revendication. C'est complètement différent aujourd'hui. L'agressivité et la revendication ont disparu. L'idée d'une condition meilleure ou même d'un monde meilleur est définitivement abandonnée. Les modèles de progrès avant-gardistes ont disparu. C'est hermétique. Stimmt mehr als damals. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Und ich muss sagen, ich bin selber überrascht. C'est encore plus vrai aujourd'hui. C'était il y a 10 ans et je suis moi-même surpris de m'être si clairement détourné de mon passé intellectuel du moins. Ich beschäftige mich nach wie vor
Pas dans ma peinture. Je ne me préoccupe que de mon propre passé, celui de peintre et d'être humain, de ma famille, de mon pays, mais sans interaction avec l'extérieur, seulement pour moi, de manière intime. Et ce qui s'est passé et que je n'avais pas prévu, c'est que les peintures ont changé. Je n'ai jamais trouvé le repos en me disant « ralentis, maintenant, deviens raisonnable ». J'ai continué et cherché de nouvelles manières, de nouvelles méthodes, jusqu'à aujourd'hui. Baselitz est un artiste enragé et agressif. Il célèbre la destruction pour rendre possible la construction. Quand il s'essaye à la sculpture, il le fait en utilisant la hache et la scie. Il ne perd pas pour autant de vue le passé. Il travaille avec l'histoire de l'art en regard, en assumant pleinement l'héritage de ses maîtres. Mein Land ist Deutschland. Mein Ursprung ist Deutschland. Mes racines sont Die allemandes. Tradition der deutschen Malerei ist La peinture allemande a une tradition de laideur. von Dürer über Caspar David zu Nolde. De Dürer à Caspar David Friedrich jusqu'à Nolde. Schön zeichnen, wie das schön schreiben zu machen. Si vous ne peignez pas en termes de beauté, si vous ne travaillez qu'avec la contrainte et le chaos, que reste-t-il? Unvermögen und Chaos La laideur. arbeiten. Ja, was bleibt dann übrig? Das muss ja hässlich sein. Und wenn ich mir die anderen anschaue, dann finde ich das dort auch überall, also nicht nur bei mir. Je la retrouve chez les autres artistes. Je ne suis pas seul, mais en bonne compagnie. Das ist ein Prinzip. C'est un principe intrinsèque, parfois très fort, et ça rebute beaucoup de gens. Ça nous rend repoussants. Uns so abstoßend macht. Das sehe ich immer noch so. Ich war gerade im Colmar, Grünewald. Und C'est toujours vrai. J'étais récemment à Colmar, devant le retable de Grünwald. Et là, on le voit clairement. Comparé à d'autres peintres adeptes du monstrueux, comme par exemple Jérôme Bosch, qui a peint l'horreur dans un monde de maisons de poupées, Grünwald est très différent. L'échelle est plus grande. Les horreurs infligées au corps sont donc plus grandes. Et elles ne sont liées à aucune mythologie. Mais il n'est pas possible de faire plus terrible, plus dur. Da ist viel Blut zu sehen, da sind viele Wunden zu sehen, da sind Beaucoup de sang, de plaies, de larmes et de veines ouvertes. alle diese Dinge. Toutes ces choses qui ne sont pas belles à peindre si l'on compare cela à un Raphaël, par exemple, où règnent de belles femmes et des hommes élégants, à une époque heureuse. Schöne Männer und schöne Moden und eine glückliche Zeit offensichtlich. Da wird ganz das Gegenteil dargestellt. Und das ist eigentlich deutsch. Diese ganze L'opposé, l'antimonde, celui de la rage, diese Zorne, cela n'existe qu'en Allemagne. die kommt nur in Deutschland vor. Da, wo ich herkomme, Le village où je suis né s'appelle Deutsch Baselitz. Les nazis l'appelaient Groß Baselitz. À côté, il y a Wendisch Baselitz. Là vivaient les tribus des Wenden et des Sorben, un grand peuple. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Frühgeschichte.
Weggegangen von Ostberlin bin ich, glaube ich, im Herbst 56. J'ai dû quitter Berlin-Est à l'automne 56, après un an d'études à l'Académie des Beaux-Arts de Weissensee. On m'avait exclu car j'étais, comme il disait, socialement immature. Belle expression. Gesellschaftspolitische Unreife. Mit der Auflage, zurückkommen zu dürfen. Avant de pouvoir revenir, je devais me réhabiliter en allant travailler pendant 1 an dans un combinat de charbon. Évidemment, c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. Je voulais continuer à peindre. Comme on était dans un système de cartes d'alimentation et de droits de résidence que les autorités pouvaient retirer, bref, j'ai dû partir à Berlin-Ouest pour y étudier. Je vivais à Berlin-Ouest dans un appartement où je peignais mes tableaux. Je ne sortais que très rarement. Les galeries d'art n'exposaient que des peintres tachistes, abstraits, et ma problématique était tout à fait différente. J'étais anachronique. Parce que l'Ouest célébrait à cette époque une avant-garde qui n'était pas la mienne. Mon avant-garde à moi, elle avait lieu ailleurs, à Paris. Parler de Paris, c'est évoquer un rêve. C'était comme un voyage au pays des merveilles. J'y suis allé la première fois en 58, et par la suite chaque année, toujours en autostop. Paris était une ville avec une scène artistique très dynamique et beaucoup de galeries. Et moi qui venais de Berlin, je ne connaissais rien de ce qui avait été fait entre 1930 et 1945. Ma femme Elke et moi, nous avons exploré tous les jours la ville et ses galeries. Nous avons même trouvé des galeristes d'origine allemande. Un phénomène d'émigration qui n'existe plus aujourd'hui. Tout le XXe siècle y était rassemblé. Il est clair que le voyage à Paris, pour Baselitz et pour beaucoup d'autres, dans cette immédiate après-guerre, est un voyage initiatique. Paris est une ville cosmopolite et cette deuxième école de Paris n'est pas tant une école française qu'une école qui rassemble des artistes venus de nombreux horizons. En venant à Paris dans les années 50, on voit encore une génération de l'avant-guerre qui, de fait, avait construit les fondements de la première école de Paris. Mais on voit aussi une génération de peintres qui trouve à ce moment-là une pleine autorité. On songe bien sûr à Dubuffet, dont on sait combien l'impact sur Baselitz et sur beaucoup d'autres, sur certains artistes américains aussi bien sûr, a été déterminant. Paris est schön, wunderschön. Paris est magnifique, la plus belle ville du monde, et si vivante. Même si Paris est aujourd'hui un peu dépassé, je dois dire. Par contre, les influences de Dubuffet, Fautrier, Picabia, Michaud ont été fondamentales pour moi. L'école de Paris est un creuset où des gens d'horizons différents se rassemblent. Paris est encore, à ce moment-là, la ville cosmopolite. Et j'emploie, je crois, le mot à dessein. Paris de cette après-guerre se remet lentement et tragiquement de l'exil aussi de nombre d'artistes aux États-Unis. Il faut imaginer aussi une génération naissante qui éprouve la nécessité, dans un climat européen qui est en partie délétère, d'offrir une certaine idée de la liberté. Pour les artistes, c'est toujours important d'être le premier. Et jadis à Paris, on pouvait faire de vraies découvertes. Mais après commença la dispute entre Mathieu et les expressionnistes abstraits de New York. Ça s'est mal terminé pour la France, et cela jusqu'à aujourd'hui.
Baselitz refuse tant l'abstraction que la figuration, l'informel que le pop art, la beauté que l'harmonie. Il sait provoquer une société déchirée par la construction du mur de Berlin, symbole de la guerre froide. Ce qui était magnifique dans les années 50-60, c'était le discours officiel à l'Ouest. Tout est permis, nous sommes libres. Nous vivons dans une société libre, sans tabou ni interdit. Et puis vint ce tableau ridicule. En 1963, Baselitz expose un tableau qui montre un nain moustachu, vague évocation d'Adolf Hitler, au sexe surdimensionné. S'enchaînent dénonciation anonyme, la confiscation du tableau par la police et un procès pour obscénité. Si vous regardez un tel tableau aujourd'hui, vous voyez l'œuvre d'un peintre encore très jeune, qui ne sait pas quel chemin prendre, qui n'a aucun concept. Il tâtonne d'une crise de rage à l'autre, d'une déception à l'autre, avec une vie quotidienne difficile, car le porte-monnaie et le ventre sont vides. Alors il est quand même normal qu'il ne peigne pas de tableau agréable, plaisant à regarder. Or moi, j'avais vraiment l'intention de faire un tableau désagréable. Puis j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour Florence. Jusque-là, je ne connaissais que la France, les Pays-Bas, la Suisse. C'était donc mon premier long séjour à l'étranger, et je fus confronté, sans avertissement, sans connaissance, sans éducation, au passé, à une culture intacte, et de plus, magnifique. Je ne comprenais pas comment les Italiens pouvaient vivre ainsi, à l'italienne, entourés de ce passé. Je trouvais ça frivole. Et je me suis mis à peindre des tableaux gentils, agréables, harmonieux. Mais après quelques mois, j'ai retrouvé mon habituel état de hargneux. Et j'ai commencé la série des Helden. Comme les gravures classiques décrivant les métiers, ces héros montraient un personnage muni des outils nécessaires à sa profession. Mais les Helden n'ont suscité aucun intérêt. Tout comme auparavant le tableau Große Nacht im Eimer, après la nuit le cafard. Personne n'avait besoin de ces toiles. Il y a beaucoup de gens, dont des peintres très respectables, qui se sont disputés autour du concept de la figuration ou la non-figuration en défendant une certaine idée de progrès dans l'art. Selon moi, c'est une erreur, car le véritable questionnement est ailleurs. Le problème n'est pas le sujet du tableau, mais le tableau comme sujet.
Donc la question de savoir si on montre un portrait, un dé ou une chaise ne se pose guère. Moi, j'ai résolu ce problème en peignant depuis 1969 mes motifs à l'envers. Car à l'envers, ils perdent toute signification. Peindre à l'envers n'est pas si difficile et ne demande qu'un minimum d'habileté au peintre. Pourtant, l'effet sur le public reste surprenant. J'avais espéré que cela entraînerait un changement, que plus personne n'allait demander en vérifiant la vraisemblance avec le motif si c'était bien peint ou pas. Pour cela, j'ai commencé avec les portraits très simples de ma femme et de quelques amis. Et encore une fois, ce fut un malentendu complet. Les gens riaient. Pas le public, mais le monde de l'art. Ils disaient que c'était un gag bon marché, sans aucun sens. Pour moi, par contre, c'était un grand succès, un énorme pas en avant. Et ça continue de l'être. Cette exposition avait pour moi quelque chose de miraculeux. Il y a 40 ans, elle a en fait ouvert les portes de l'art européen au monde anglo-saxon. L'exposition eut beaucoup d'impact en Angleterre et aux États-Unis, malgré son succès public mitigé à l'époque. D'une certaine façon, c'est arrivé par accident. Je venais de démarrer tout juste à la Royal Academy. Nous avons montré les œuvres de nombreux artistes très prometteurs et d'autres plus établis, face aux dernières toiles de Picasso, alors raillées par tous. En regardant ces peintures, je ressens beaucoup de fierté, une affinité entre elles. Pas seulement envers celle de Baselitz, mais comme si Picasso anticipait une sorte de nouvel expressionnisme. Norman Rosenthal a passé toute sa vie à la Royal Academy. Il y a été commissaire de nombreuses expositions, présentant un art nouveau, innovateur et souvent difficile, dont A New Spirit in Painting, sur des tendances nouvelles en peinture, une exposition inoubliable et aujourd'hui sans doute impossible. L'idée était de confronter des artistes déjà célèbres, le plus âgé étant Picasso, avec des jeunes, dont moi, parce qu'à l'époque j'étais encore jeune. Mes tableaux étaient accrochés dans une somptueuse salle entre Balthus et de Kooning. Cette exposition, A New Spirit of Painting, était une sorte de démonstration de ce que je percevais déjà, l'importance de Baselitz pour la peinture. Cela a changé le monde de l'art à l'extérieur de l'Allemagne, car Baselitz était une personnalité controversée, mais uniquement dans le monde germanophone. À l'étranger, Baselitz était totalement inconnu. Il est toujours controversé en Allemagne. Pourquoi est-il controversé à ce point, alors que des artistes comme Polke ou Richter ne le sont pas? Je pense que c'est d'abord dû au fait qu'il soit si frontalement germanique, mais surtout parce que c'est un peintre, un artiste conservateur, dans le meilleur sens du mot. Il est incroyablement compétent, à mon avis, dans les 4 disciplines artistiques classiques: la peinture, le dessin, la gravure et enfin la sculpture.
Picasso a peint toutes les femmes de sa vie. Tout est centré sur lui-même et les femmes. Baselitz ne peint que lui-même et sa femme. Tout ce qu'il fait est une sorte d'autoportrait, même quand il peint un arbre ou un héros. Ce sont des autoportraits. Donc il y a ses autoportraits et sa femme, Elke. Son travail est donc un véritable journal intime. Mes peintures sont un journal intime. Donc je n'ai pas besoin d'écrire un journal, j'ai mes peintures. Pas besoin de consulter mes souvenirs, ils sont comme ancrés, gravés dans l'œuvre et je peux les rappeler. Parfois il m'est impossible de revivre un moment joyeux qu'on a eu. Mais je peux me référer au tableau que j'en ai tiré. Habe ich angefangen mit den Orangenessern. Das ist ein Spaß gewesen, aber nicht nur. En 1981, j'ai commencé la série des mangeurs d'oranges. C'était amusant, mais pas seulement. Ces tableaux sont aujourd'hui très appréciés, mais ça a pris beaucoup de temps. Ils sont inspirés d'un célèbre livre illustré pour enfants, le Struwwelpeter ou Krastinias. Ils sont peints de manière épaisse et le motif est placé au centre. Ils sont donc ouverts et simples, mais peints à l'envers. À l'automne 89, le monde entier est sans dessus-dessous. Puis, le mur de Berlin tombe. Il n'y a plus de rideau de fer. L'Allemagne est réunifiée. Et Baselitz retrouve sa famille et beaucoup de documents personnels qu'il croyait perdus. La chute du mur a été un vrai tournant pour l'Allemagne et pour moi parce que l'obligation de vivre ailleurs avait soudain disparu. On pouvait retrouver tout ce qu'on avait quitté. Dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à mes origines, mon école, aux dessins que j'ai faits enfant quand j'ai commencé à rêver de devenir artiste. J'ai récupéré ces travaux, ou leurs photocopies, et ces dessins ont inspiré plusieurs tableaux après la chute du mur. Quand j'ai commencé à peindre ma famille, je la peignais toujours dans une situation idéale, jeune ou encore enfant. Il existe une photo qui montre ma mère assise le soir à table. Elle fait du crochet pour une couverture. En regardant la photo de près, j'ai fait le calcul. C'était en novembre ou décembre, avant ma naissance, en 1938, donc avant la guerre. Ma mère devait être enceinte de moi. La photo montre donc une atmosphère bien particulière. Et mon tableau, d'après la photo aussi. En y travaillant, j'ai tout à coup réalisé qu'une telle composition existait déjà dans l'histoire de l'art. Cézanne avait souvent peint sa femme ainsi. Il y a toujours un rapport à l'autobiographie, au demeurant. C'est presque une banalité que de dire qu'une œuvre est toujours, même si les choses ne sont pas
visible, immédiatement perceptible ou autobiographique. Mais parallèlement à ça, reviennent obstinément, bien évidemment, des autoportraits. Le portrait de la femme de sa vie, Elke, qui est là, toujours, mais aussi des sujets tout à fait anodins. Les Mädchen von Olmo, les jeunes filles à bicyclette, ne sont somme toute rien d'autre qu'un souvenir entrevu lorsqu'il était enfant. Les portraits sont immédiatement les portraits d'amis ou de complices qu'il a pu avoir, entre autres, dans ces années 1960. Et au fil du temps, ces sujets sont des sujets probablement dérisoires. Alle Maler leben, die Leidenschaft kann sein, die Hygiene, die Farbe, zum Beispiel Rot, alle Dinge auf den Bildern. Früher habe ich gesagt, das Bild ist autonom, nicht das, was auf dem Bild ist. Jadis, je disais que le tableau était autonome. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a sur la toile, mais l'ensemble. Aujourd'hui, je mettrai ça entre guillemets, car j'ai su rajouter des choses qui, même si elles sont à l'envers, ont quelque chose de terriblement kitsch, ou du moins sentimental, lié à ce que j'appelle ma crise de la quarantaine, qui dure depuis tellement longtemps que ça devient une véritable crise de faim. Das ist ein psychologisches Problem, dass man versucht, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. C'est un problème psychologique. Essayer avec les moyens dont on dispose, ces états d'âme et les résultats déjà atteints de s'en sortir, mais en biaisant. C'est aberrant de rester dans le rang, de faire comme les autres. D'après mon propre parcours ou celui d'autres artistes, je sais que ça ne fonctionne pas. Aber es gab Mais moi, j'ai toujours eu peur de me révéler. Que puis-je divulguer? Jusqu'à quel point dois-je masquer ma voix? Et ce jeu de cache-cache, cette dissimulation est plus importante aujourd'hui qu'à l'époque du naturalisme ou du réalisme. Nous vivons une nouvelle ère de maniérisme, due à la multiplicité bien sûr et fondée sur les styles et modèles passés qui nous imprègnent et que nous utilisons tous, même si nous essayons de le cacher. C'est cela notre dilemme, je crois. Verschleiern, verstecken, umgehen. Das ist eigentlich das Dilemma, wenn man so will. La série des peintures remix est inspirée de toiles anciennes, surtout de la série des héros de 1965, dont la forme et le contenu étaient évidents. Je les ai repeintes de façon totalement différente, plus attractive. Il fallait aller vite, faire plus grand, moins compliqué, plus en aplat. Le laborieux, la charge psychique, le dégoût devaient disparaître. Les tableaux devaient être de simples citations. Ensuite, je m'en suis éloigné, mais pas complètement. Mes anciens tableaux continuent de réapparaître, mais pas en tant que transposition, c'est plutôt thématique. À la Biennale de Venise, certains pays, dont l'Allemagne, ont leur propre pavillon. On m'a invité à y exposer en 1980, avec Anselm Kiefer.
Et comme il y avait eu auparavant plusieurs sculpteurs comme Joseph Beuys, Rückrim, Geertz, j'ai décidé de montrer moi aussi une sculpture. Chose que je n'avais jamais faite auparavant. C'était mon point de départ. Je ne voulais pas montrer de peinture. Si je me suis décidé à travailler le bois, c'était pour évoquer Kirchner, Marc, l'expressionnisme allemand. Ils ont tous sculpté le bois. J'aurais pu choisir la pierre ou la glaise, comme Lehmbruck, mais je voulais du bois. Cela m'amusait de travailler le bois, parce que j'étais encore bien maladroit avec. De nouveau, aujourd'hui je dirais heureusement, le public et la presse m'ont mal interprété. Parce qu'ils n'ont pas remarqué que le salut des nazis ne se fait pas le pouce vers le haut, mais vers le bas. Ils voulaient à tout prix y voir un salut hitlérien. Peut-être pensaient-ils aussi que le personnage ressemblait à Adolphe. Bref, comme ils ne connaissaient rien à l'ethnographie, ils n'ont pas compris que c'était fait d'après une petite sculpture africaine Nogi. Les sculptures de Baselitz ne sont pas toujours restées maladroites, mais elles ont gardé ce côté cru, qui est propre aussi à sa peinture. Un aspect quasi naïf, proche de l'art populaire, même si les sculptures sont ensuite coulées en bronze et peintes en noir. Mais depuis quelques années, Baselitz ne sculpte plus. Son corps est fatigué. Il ne peut plus travailler des troncs d'arbres entiers à la scie. À plus de 80 ans, Baselitz continue à maîtriser l'art du coup de théâtre. À Munich, il s'essaie pour la première fois avec le célèbre metteur en scène Pierre Audi à un opéra de Richard Wagner, comme lui, allemand, et souvent mal compris. La première fois que j'ai travaillé avec Georg, c'était au début des années 90, pour une œuvre Punch and Judy qui est tirée du théâtre de marionnettes. Et ce monde-là, en fait, correspondait à la période de peinture qu'il occupait à l'époque. Il utilisait beaucoup de couleurs à l'époque. Et donc, il est arrivé avec 5 gouaches qui représentent les 5 personnages de l'opéra dans 5 coloris différents. Et il a dit, c'est ça. Maintenant, il propose Parsifal, qui en fait correspond à la période actuelle de sa peinture. Il peint bien sûr ces corps qui sont un peu sublimés dans une espèce de lumière intérieure. C'est absolument fabuleux, cette période de sa peinture en ce moment. C'est surtout noir et blanc, mais il y a aussi de la couleur de la peau, peu de couleurs, mais c'est une période qui correspond au thème de cet opéra. Marche lente vers la résurrection et la mort, avec Amfortas, le personnage blessé. Tous les personnages de cet opéra ont une plaie. Et cet opéra, en fait, peut aussi raconter la plaie du monde. Wenn ich historische alte Musik höre, dann lieber gleich Bach. Quand je veux écouter de la musique classique, j'écoute Bach. Ensuite, je saute directement au XXe siècle. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Wagner, par contre, à cause de l'idéologie dominatrice du mouvement wagnérien, perceptible aussi en France, et qui traversait d'ailleurs également la musique française de l'époque. Ça m'a beaucoup dérangé.
Mais j'ai trouvé une solution, et c'est pas une blague. Et quand on écoute cette musique, elle est fascinante et grandiose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec Wagner? Eh bien, je me suis décidé à le féminiser. Pour son portrait, je lui ai mis des chaussures à talons, des cheveux longs. On peut le reconnaître, mais c'est une femme. Car la femme et le pathétique ne vont pas ensemble. L'homme et le pathétique, si. Tout comme l'homme et l'agressivité. La femme et l'antisémitisme, ça non plus, ça ne va pas ensemble. Ce qui reste frappant, c'est que Bas Elitzé, à plus de 80 ans, continue de réinventer son œuvre. Depuis les œuvres des années 60, où le sujet a été retourné, non pas tant pour parler de la chute originelle, non pas tant pour l'inscrire dans je ne sais trop quelle mythologie ou archaïsme, mais probablement, à mon sens, davantage pour nous éloigner de la figure et en faire un sujet plastique, pictural, plus qu'un problème strictement iconographique. Tout le travail de Bas Elitzé est une réflexion même sur les possibilités de construire une image aujourd'hui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'œuvre tardive. C'est ce qui compte le plus. Certaines œuvres tardives sont des échecs cuisants. Vraiment horribles à regarder. On préférerait ne pas les voir. Mais elles existent. Car pourquoi un peintre devrait s'arrêter de peindre? Soit il se jette par la fenêtre, soit il continue. Parfois on manque de distance, d'autocritique, d'intelligence, qui décline aussi avec l'âge pour juger de sa propre œuvre tardive. Beaucoup ont échoué, mais d'autres ont livré des merveilles. Les thématiques de l'œuvre tardive du grand solitaire Bas Elitzé sont plus que jamais centrées sur ses souvenirs, son histoire, son monde. Même âgé, il continue à peindre son autoportrait et celui de sa femme Elke. Une série émouvante qu'il expose pour la première fois dans sa totalité au musée Unterlinden à Colmar. Hallo? Hallo. 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 Ich bin froh, Sie hier in Colmar Je suis ravie de vous avoir ici. zu zeigen. Wunderbar. Ja, das war C'était très important pour moi de montrer ici, à Colmar, vos tableaux récents, peints après la Biennale de Venise. die Sie nach Venedig gemalt und gezeichnet haben. Qui donc vous a donné cette idée complètement folle? Je vous avais prévenu de ne pas faire cette exposition ici. Non pas à cause de mes œuvres, mais à cause d'un malentendu. Le public vient à Colmar pour voir Grünewald. À la place, ils découvrent ça. Et ils doivent alors se dire, bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on ne voit que la décomposition. C'est un état assez définitif qui ne rend personne attrayant. Sauf ma femme.
Je trouve tout ça magnifique. Okay, wunderbar. Ich finde es auch toll, großartig. Ich bin in diese Situation gekommen, mehr oder weniger unwissentlich vielleicht. Je me suis retrouvé plus ou moins volontairement, mais avec un certain cynisme, à me représenter tel quel. Häufiger als je in einem Je schlechten me peins le Zustand. plus souvent mal en point. Idem pour ma femme. Und Ce sont les toiles des dernières années. On peut y voir tout ce qu'on veut. Des séjours à l'hôpital, n'importe quoi. Mais pas encore la montée au ciel. merkwürdige Sachen. Des choses curieuses sont apparues dont j'aurais eu peur avant. Hätte ich mich gefürchtet? Es gibt natürlich etwas, was man Il y a quelque chose qui arrive souvent à partir d'un certain âge. C'est un entêtement renforcé. Et j'en suis le meilleur exemple. Il y a aussi ceux qui veulent toujours avoir raison. C'est encore moi. in den letzten Jahrzehnten Récemment, j'ai beaucoup étudié les dernières années de travail de certains peintres, surtout ceux qui ont été de grands exemples pour moi. und da kann man Überraschendes feststellen. Und Überraschendste vielleicht J'y ai trouvé de nombreuses surprises. Picasso Et la plus grande surprise, c'était Picasso. als alter Mann. Picasso voulait offrir ses dernières séries exposées au Palais des Papes à la ville d'Avignon qui les a refusées. Parce que la réputation de Picasso était ruinée à cette époque. On le considérait comme un sexiste un peu décadent. Etwas verkommener Sexist galt. Jetzt bin ich in einer ähnlichen Aujourd'hui, je Situation. suis dans une situation comparable. beobachte natürlich unglaublich scharf. Donc je me demande tout le temps si ma tête tourne encore rond. Pas en me regardant dans le miroir, parce que là, je ne vois que des horreurs. Mais intellectuellement, si ma tête fonctionne encore. Nachvollziehen, ob das noch geht. Immer hat man gesagt, das, was ich täte, wäre l'art pour l'art. On a toujours dit que je faisais de l'art pour l'art. Et je crois que c'est bien vu, car je reste à l'écart de toute relation ou situation sociétale particulière. Ich habe eine Frau, Je suis un bourgeois. J'ai une femme, 2 enfants, ich führe ein braves Leben. j'ai une vie rangée. Wenn ich Bilder male, Mais quand je peins, je me place en dehors de la société. Je deviens une sorte de meurtrier. und ich würde nie Jamais je ne serai assez prétentieux pour dire qu'à travers mon art, je veux changer quelque chose, que je veux agir moralement. will Hinweise geben, ich will moralisch. Ce n'est pas ça, ma réalité. Die Gegebenheiten sind nicht so. Was ich da gesagt habe, klingt vielleicht alles ein bisschen überhoben oder ein bisschen. Ce que je disais alors peut paraître un peu excessif, abscon ou idiot. Mais c'est comme ça. Durch Hintergründe dafür. Des déclarations pareilles ont un arrière-fond, des origines profondes. Die Geschichte, als ich Dans mon cas, angefangen c'est habe, l'histoire. Malstudent, Quand j'étais étudiant en art, c'était la guerre entre abstraction et réalisme. weil es gab die Nazis, Une guerre de petits bourgeois, car autant sous les nazis que sous les communistes, tout ce qui touchait à l'art était dicté par des petits bourgeois, de simples citoyens ignorants de l'art, et par un mauvais peintre, notre Führer. eines schlechten Malers, unseres Führers. Und wenn Sie mit so einem Müll Et quand aufwachsen, vous avez grandi dans un tel merdier, vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de manche. Vous êtes atteint, et pour trouver votre propre voie, le chemin est difficile. und dieser Weg ist heftig. Und bei mir Pour war moi, er ganz ça a été particulièrement violent, ayant vu depuis le début que c'était n'importe quoi. das ist alles ein Une doctrine insensée, ennemie de l'art. Doktrin und das ist so kunstfeindlich. Pourtant, en ce qui me concerne, la libération de tout ça n'était pas tournée vers l'avenir. Nicht bei mir nach vorne los. Elle m'a entraîné en arrière, Optimismus, empreinte sondern de von scepticisme dahinten, et de pessimisme. Skepsis, Ça a duré très très longtemps. Pessimismus und das Mais
Maintenant, c'est fini. Jetzt ist es vorbei.